Parfait. Donc, ici, on va, enfin, comme vous voyez, donc, moi, je m'appelle Bastien Dullier, je suis urbaniste et agroécologiste. Je travaille pour les bureaux d'Urbanisme, qui est spécialisé en urbanisme. Il y avait aussi une petite expertise sur tout ce qui est juridico-urbanistique. Comme vous voyez, normalement, c'est ma collègue Catherine, qui est juriste, qui fait cette présentation, mais elle travaille aujourd'hui sur la réforme du PRAS, dont question qu'on abordera dans la suite de cet exposé. Et donc, c'est moi qui reprend cette présentation. Alors, pour un petit peu en exposé, donc on va juste exposer le contexte, les réglementations actuelles et des constats généraux, donc qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, et puis passer sur des enjeux spécifiques en termes d'aspects urbanistiques, environnementaux et aussi quelques aspects civils. Alors, cette présentation n'a pas vocation à être exhaustive, hein, puisque la prise en compte des aspects urbanistiques et environnementaux pour un projet d'écriture urbaine est vraiment à prendre au cas par cas pour les raisons qu'on va aborder ci-dessous. Et donc ici, le but, c'est d'outiller les porteurs de projets, leurs conseillers, les administrations, dans la compréhension des plans et des règlements à prendre en compte. Donc les normes qui restreignent et qui encadrent l'écriture urbaine, les points d'intention à prendre en compte, en priorité. Et si on va aborder très rapidement les perspectives d'évolution à court et moyen terme, en lien avec ces plans et ces règlements urbanistiques. Donc, il y a une ou deux slides redites. Hein. Le problème de l'écriture urbaine aujourd'hui, c'est qu'en plus d'avoir une typologie de production multiple qui est inhérente à l'agriculture, on va avoir donc on va pouvoir le faire en pleine terre, on va pouvoir le faire hors sol, on va pouvoir le faire dans les bâtiments, on va avoir une diversité de porteurs de projets et de modèles, et lié à la multifonctionnalité de l'écriture, on va avoir aussi du coup, des projets qui vont faire de l'animation, de la production, de la transformation et de la distribution, et du coup, toutes ces activités-là, pour pouvoir les faire, pour pouvoir les mettre en place sur un terrain, il faut aussi regarder, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce terrain, qu'est-ce qui est autorisé, en tout cas, par la législation en matière urbaine. Et on verra que parfois des projets à vocation de production, pour des raisons tout simplement d'endroits d'implantation, vont devoir en fait se diversifier et intégrer une autre fonction à leur projet, tout simplement parce que la fonction de production est interdite ou peu conseillée dans cette zone-là de Bruxelles. Et donc, au final, pourquoi est-ce qu'il est intéressant de parler de ces plans régionaux? Parce qu'en fait, le premier projet d'agriculture urbaine à Bruxelles, le premier gros projet d'agriculture urbaine, il date de 2012. Et depuis ces grands projets, donc l'agriculture urbaine, elle va être citée un tout petit peu dans le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, donc le COBAT, dans le plan régional de développement durable, le PRDD, dans la déclaration de politique régionale et donc dans la stratégie Good Food 1 et 2, qui sont en fait, hormis le code bruxellois, des plans stratégiques et d'orientation au niveau régional. Mais aujourd'hui, en fait, l'agriculture urbaine est encore absente dans les prescriptions. Donc, elle est absente dans les deux grands textes prescriptifs qui ont force obligatoire et valeur réglementaire à Bruxelles. C'est donc le PRAS, qui date de 2011, donc 11 ans avant le premier projet d'agriculture urbaine, et le règlement régional d'urbanisme, qui lui date de 2006. Donc, on voit qu'on a au final une nouvelle fonction, qu'on considère souvent comme une fonction faible, à Bruxelles, qu'est l'agriculture urbaine, qui arrive des années après les plans qui sont censés encadrer ce qu'on peut ou ne peut pas faire sur le territoire. Et donc, on a déjà abordé un petit exemple de ce que ça peut faire. Donc, Caroline abordait donc ce projet production maraîchère Bellacker à Molenbeek. Donc, c'est un projet qui met en pleine terre, donc qui utilise 1500 mètres carrés et qui sont exploités en pleine terre pour la production. Et si vous regardez donc la photo aérienne et la photo du PRAS, donc la carte du PRAS à côté, en jaune brune, nous avons une activité productive. Donc un endroit où l'agriculture urbaine serait pertinente. Et en fait, on remarque que ce projet, il est en zone beige, donc c'est une zone d'habitation. Et en fait, en zone d'habitation, le PRAS vous interdit de dépasser 250 mètres carrés de plancher en activité productive. Donc, c'est-à-dire que dans un projet comme celui-ci,
si le seul but du projet, c'est faire de l'activité productive, vous n'avez droit qu'à 250 mètres carrés de pleine terre. Et donc, c'est sûrement pour cette raison que ce projet aussi fait de l'insertion par le travail et est sûrement considéré comme un équipement d'intérêt collectif. On va y venir tout de suite. Donc, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, où l'agriculture urbaine peut-elle s'implanter et à quelles conditions, sachant qu'il n'y a pas de réponse uniforme et que, comme je l'ai dit, c'est une analyse au cas par cas, avec de nombreux facteurs à prendre en compte. Et donc, on va commencer par des aspects urbanistiques et donc le PRAS, le plan régional d'affectation des sols, dans lequel, je rappelle, l'agriculture urbaine n'est pas mentionnée, qui a force obligatoire et valeur réglementaire. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas les prescriptions du PRAS, le projet vous voit l'échec. Et parce qu'il détermine simplement les affectations, les types d'activités et les surfaces autorisées selon où vous vous situez sur le territoire. Et donc, au final, comme l'agriculture urbaine n'est pas mentionnée, il va falloir aller voir les prescriptions particulières ou le glossaire du PRAS pour essayer de trouver des moyens, en tout cas, de l'insérer dans la ville. Et par exemple, donc, comme je disais, le premier endroit où l'agriculture urbaine pourra avoir sa place, c'est en tant qu'activité productive dans les zones d'activité productive qui, dans le glossaire, sont référencées comme des activités artisanales, de haute technologie ou industrielles, en tout cas tout ce qui est productif. Donc voilà, une catégorie, comme c'est noté, dans laquelle s'inscrivent logiquement des projets économiques à vocation commerciale, comme du plein air, hors sol et indoor, voués à de la production. Mais comme je l'ai dit, voilà, on peut considérer votre activité comme une activité productive, mais selon l'endroit du PRAS, par exemple, en zone d'habitation, vous allez être limité à 250 mètres carrés par immeuble. Donc, comme vous avez un immeuble avec une toiture sur laquelle vous voulez faire, par exemple, 800 mètres carrés de production, il va falloir aussi trouver des astuces pour que ce projet puisse être accepté à tel endroit, par exemple, dans une zone d'habitation. Et en fait, c'est pour ça que ce qui est de plus en plus utilisé à Bruxelles, c'est de faire rentrer un projet d'agriculture urbaine, de le considérer comme un équipement d'intérêt collectif ou service public. Donc, dans le glossaire, c'est un équipement, un projet qui a pour vocation l'accomplissement d'une mission d'intérêt général et public. Donc, c'est assez large, ça peut paraître vague. Et donc, tout ce qui est sensibilisation peut rentrer dans cette mission d'intérêt général, tout ce qui est réinsertion socio-professionnelle, avec par exemple un exemple ici donc pour la ferme pour enfants de Jette, dont l'objectif c'est de sensibiliser au respect de l'environnement, à l'alimentation saine et durable. Et dans ce cadre-là, on peut très bien se dire qu'une partie du projet est consacrée à une activité productive, et ce qui va permettre en final d'intégrer l'agriculture urbaine dans quasiment toutes les zones du PRAS, sans limitation de surface maximum. Et donc, on le voit de plus en plus, ce PRAS peut être compliqué et peut parfois en fait engendrer une modification du projet d'agriculture urbaine, tout simplement parce qu'un porteur de projet veut commencer à faire une activité qui est uniquement productive, et le site qu'on lui met à disposition en fait n'a pas vocation à accueillir cette activité productive, et donc parfois certains projets vont se diversifier en fonction, tout simplement pour pouvoir s'accorder avec le plan régional d'affectation des sols. Un autre aspect à prendre en compte à Bruxelles, c'est tout ce qui va être la mesure légale de préservation du patrimoine. Donc, il y a 2-3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que vous arrivez avec un projet d'écriture urbaine sur du patrimoine bâti, donc un bien qui est classé ou sous une liste de sauvegarde. Dans ce cas-là, il va falloir vous rendre un permis unique. Donc, permis unique, c'est un permis d'urbanisme qui doit également être approuvé par la CRMS, donc l'ancienne division, la nouvelle division monuments et sites bruxelloise. Ça va vous demander de faire des études programmatiques et de valorisation du bâtiment existant, et donc ça peut impacter sur le projet que vous allez mettre en place. Et puis, une autre chose, c'est si vous voulez mettre un projet dans un site qui est considéré comme un patrimoine naturel, donc soit les sites Natura 2000, soit les réserves naturelles et les réserves forestières.
dans lesquels il va non seulement falloir respecter l'ordonnance relative à la conservation de la nature et donc prouver que votre projet d'agriculture urbaine a des impacts positifs sur le terrain et la biodiversité de votre terrain. Et dans le cadre de sites Natura 2000, il va falloir faire appel à des bureaux d'études d'incidence pour faire une étude d'incidence, un rapport d'incidence pour tout simplement calculer l'impact que va avoir votre projet sur l'environnement, la faune et la flore. Et donc, non seulement ça a des surcoûts, ça va vous demander de, ça peut décaler la mise en place de votre projet, mais surtout, ça peut restreindre votre projet assez fortement. Après, chacun travaille, au final, la moitié du terrain sur lequel le projet s'implante, pour des raisons de préservation de la biodiversité, donc de la faune et de la flore, près de la moitié du terrain va directement et obligatoirement devoir être mise en zone à préserver, et donc l'agriculture, donc son projet agricole ne va pas pouvoir s'implanter. Donc, faire très attention à ça, parce que vous pouvez partir d'un terrain de 1000 m² et vous retrouver avec 500 m² d'activité productive, tout simplement parce que la moitié du terrain va devoir être utilisée pour la préservation de la nature. Et enfin, sur l'aspect urbanistique, la dernière chose à prendre en compte, c'est le règlement régional d'urbanisme, qui lui aussi a force obligatoire et valeur réglementaire, même si pour celui-ci, il y a des dérogations possibles. Hein, c'est toutes les affiches rouges que vous voyez dans l'espace public lors d'une construction d'un projet d'architecture qui est mis en quête publique, à justifier et à motiver avec une consultation du coup des riverains. Ça va déterminer les conditions d'aménagement et de transformation à l'échelle d'une parcelle. Alors, c'est très précis, ça va être sur les profondeurs maximales de la zone bâtissable. Vous pouvez avoir des restrictions sur la perméabilité de votre jardin, par exemple, etc. Le mieux à faire dans ce cadre-là, quand vous avez un projet, sur un projet citoyen, par exemple, en arrière de parcelle ou sur un bâtiment, c'est d'aller directement contacter votre service urbanisme parce qu'ils sont très au courant de ce qu'on peut faire, en tout cas, dans ce cadre-là. Et enfin, il faut savoir que certains actes et travaux sont soumis à permis d'urbanisme. Et cette liste est accessible à l'article 98 du COBAT, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire. Il y a certains projets qui vont être soumis à l'établissement d'un rapport d'incidence, comme des forages en profondeur, l'aménagement d'une grande propriété plantée ou de grosses activités productives, on va y revenir. Et donc, parfois, vous allez devoir rendre un permis mixte, donc un permis d'urbanisme couplé à un permis d'environnement, ou alors, comme on avait dit plus tôt, un permis unique, donc un permis d'urbanisme couplé à une préservation du patrimoine. Et quand je dis qu'il faut mieux aller voir votre service urbanisme, donc le service urbanisme de la commune quand vous faites ce genre de projet, c'est qu'il y a toute une sorte de travaux qui est dit de mini-importance pour lesquels il ne faut pas de permis ou de procédure simplifiée. Mais dans le cas de l'agriculture urbaine, il faut savoir que rien que poser des serres sur un terrain demande au final un permis d'urbanisme, tout simplement pour l'impact que ça a sur le paysage. Et donc, vérifiez bien que ce dont vous avez besoin en termes de permis. Et on a fait une super fiche sur comment rendre un permis d'urbanisme de son architecte, qui est disponible dans les FAQ, donc sur le site web qu'on vous a présenté plus tôt à agricultureurbaine.bruxelles. Et enfin, une fois que vous êtes sûr que vous êtes dans une zone du CRAFT pour laquelle votre projet peut s'implanter, que vous savez ce qu'il faut rendre comme permis d'urbanisme, que vous avez dialogué avec la commune, qu'au point de vue RRU, vous savez si c'est bon. Le dernier aspect à prendre en compte, c'est l'aspect environnemental. Et donc, on va ici parler du permis environnement, qui est en fait simplement le permis qui encadre l'impact sur l'environnement de votre projet. Il y a 4 types d'autorisation, donc soit les installations de classe 3, installations de classe 2, un A et un B. Et en fait, la plupart des projets d'agriculture urbaine vont tomber sous le cycle d'une installation de classe 3 ou de classe 2. Alors, il faut savoir que l'installation de classe 3,
il faut juste faire la demande, c'est une demande déclarative à la commune, à la commune. Ça prend plus ou moins 20 jours à avoir, c'est pas un souci. Une installation de classe 2, vous allez devoir rendre un permis d'environnement pour l'installation de classe 2 si vous commencez à avoir des petits animaux, entre 30 et 300 petits animaux, des gros animaux entre 3 et 30 grands animaux, ou si vous allez commencer à avoir des activités de compostage importants, au-delà de 8 tonnes, si vous entreposez du fumier, tout simplement pour des aspects environnementaux, et de dérangement du voisinage, ou si vous commencez à avoir une activité de transformation avec des machines qui commencent à utiliser une forte puissance. Une installation de classe, donc un permis d'environnement pour une installation de classe 2, grosso modo, c'est une demande qui est faite à la commune en tant que permis d'urbanisme, ça vous prend 3 mois, surtout qu'ils ont 3 mois maximum pour vous finir une réponse. C'est pas ça qui décale fortement un projet d'agriculture urbaine. Par contre, il faut toujours bien faire attention de ne jamais tomber dans une installation de classe 1A et 1B par inadvertance, parce que vous avez un peu trop d'animaux d'élevage, ou parce que vous entreposez trop de compost, ou parce que vous avez fait quelque chose sur un terrain dont vous pouvez vous passer, parce que l'installation de classe 1A, il va y avoir des délais très longs, et non seulement vous allez devoir rendre un permis, mais vous allez devoir demander à des experts de faire un rapport d'incidence et une étude d'incidence. Donc, ça peut chiffrer et ça va surtout vous prendre du temps et ça va décaler la mise en œuvre de votre projet d'agriculture urbaine. Normalement, globalement, toutes les installations en agriculture urbaine à Bruxelles, on est sur du classe 3 ou du classe 2 et parfois sur du classe 1B, mais c'est au final assez rare. Et encore une fois, toutes les informations sur quand est-ce que vous tombez, dans quelle classe des permis environnement sont disponibles dans les FAQ sur notre site web. Un nouvel aspect, en tout cas, à prendre en compte point de vue environnement, c'est la qualité du sol. Alors, Bruxelles Environnement a récemment établi une carte de pollution, d'état de pollution du sol, qui regroupe 5 catégories. Donc, vous allez de 0 potentiellement pollué, catégorie 1 non pollué, puis catégorie 2, 3, 4, soit pollué sans risque, soit pollué en cours d'étude ou traitement. Ça n'a pas, en tout cas, ça n'a aucune valeur réglementaire, mais ça peut toujours être intéressant si votre parcelle, en tout cas, est répertoriée, de savoir sur quelle catégorie elle est répertoriée, surtout si vous voulez la vendre, surtout si vous voulez faire un bail à ferme, puisque vous êtes obligé de fournir en tout cas un état du sol auprès du maraîcher si vous le louez ou si vous cédez un droit réel, comme un droit d'amphithéose ou de superficie. Mais en termes urbanistiques, juridiques, ça n'a pas grande importance aujourd'hui. Et donc, finalement, les derniers aspects à prendre en compte, c'est tout simplement les aspects civils, ce qui est au code civil. Donc, si vous avez un projet dans le cadre d'une copropriété, par exemple l'installation d'un projet collectif sur un toit, réservé à certains occupants, n'oubliez pas effectivement qu'il y a quelques règles. Il faut que l'accord de l'Assemblée générale des propriétaires soit donné, ce qui a permis. Il va falloir adapter les règlements de copropriété et souvent établir un nouveau règlement d'ordre intérieur. Donc, bien sûr, n'oubliez jamais, et il peut y avoir effectivement des blocages de la part de certains copropriétaires pour votre projet. N'oubliez jamais qu'au final, surtout quand on agit sur des toitures, on peut malheureusement créer des vues ou des jours qui n'étaient pas là avant le projet d'agriculture. Quelques règles, bien sûr, quand vous faites un projet en toiture qui va en créer le consentement du voisin. Distinguez bien jour et vue. Parfois, on peut transformer des vues en jours de manière assez simple. Et respectez bien les hauteurs réglementaires, parce que c'est un aspect qui potentiellement peut être problématique, puisque vous pouvez tout simplement, sans interdit l'eau, créer tout simplement une vue ou un jour sur la chambre de quelqu'un qui
bien sûr, se plaindra quand vous regarderez. Enfin, les servitudes de passage, beaucoup de projets prennent lieu en interrodilo. Donc, prennent place sur des terrains enclavés. Donc, c'est pour tout ce qui est projet non relié à la voie publique. Passage, on devait passer par une propriété privée. Donc, quand vous avez un terrain en interrodilo, ou si vous avez un terrain en copropriété. Et donc, quand vous avez un terrain comme ça, faites attention parce que vous pouvez très bien devoir payer un indemnité de passage. Il va falloir prendre en compte et en charge des frais de création de voirie, d'entretien de voirie parfois. Et tout ça, en fait, se consigne dans un acte notarié. C'est parfois souvent le cas avec des communes qui, tout simplement, lèguent un droit de passage sur un de leurs chemins communaux pour pouvoir accéder à une parcelle. Et bien sûr, du coup, ça implique des négociations entre les différents propriétaires pour être sûr que tout est OK, mais donc consigné par un acte notarié qui coûte aussi un peu d'argent. Et finalement, pour de bon, tout ce qui va toucher, du coup, dans le Code civil, à la plantation d'arbres à basse tige et à haute tige, c'est encadré par le Code civil, aussi par quelques articles du Codex. Et il y a quelques règles à suivre qui ont été changées il n'y a pas très longtemps. Donc, pour les arbres de plus de 2 mètres, il faut être à 2 mètres de distance de la séparation donc, de la limite parcellaire. Et pour les autres arbres et arbustes, vous devez obligatoirement être à plus de 50 cm de la limite parcellaire, avec une prescription, faites attention, pour tous les arbres qui ont plus de 30 ans, ce qui s'applique du coup pas forcément à l'agriculture urbaine, puisque quand vous avez un arbre de plus de 30 ans, normalement, il ne produit plus de fruits et il est en voie d'être remplacé. Et le nouvel arbre, lui, par contre, devra tenir compte de ces aspects civils. Et donc, pour terminer, comme on le disait précédemment, on a donc le PRAS, qui est force réglementaire et qui est en révision aujourd'hui. Qui est en révision, donc c'est la déclaration de politique générale qui a ordonné la révision du PRAS. Et dans les 5 enjeux de la déclaration de politique régionale pour cette réforme, il y a cet enjeu de donner un cadre finalement à l'agriculture urbaine. Alors pour l'instant, ce cadre, on ne sait pas encore ce qu'il sera. Et de toute façon, si vous avez un projet qui va voir le jour dans les 2-3 ans, le cadre sera toujours le PRAS actuel, puisque son application ne devrait pas rentrer en vigueur avant 2026. Donc, on a encore du temps. Il est mis 2025 ici, mais on est déjà sur du 2026. Et enfin, le RRU aussi est en cours de révision. Mais pour en avoir parlé récemment avec Bruxelles Environnement, il n'y a finalement pas grand-chose de nouveau dans la révision de ce nouveau RRU qui s'appelle Good Living maintenant pour l'agriculture urbaine. Donc normalement, pour le RRU de l'agriculture urbaine, sa révision ne devrait pas modifier grandement les choses. Et ce RRU devrait rentrer en vigueur normalement en 2024, si tout se passe bien. Et je pense que c'était ma dernière slide, les conclusions, mais pas forcément nécessaire d'en faire aujourd'hui. Voilà. Est-ce que j'ai respecté le temps, Caroline? Tu n'as pas ton micro allumé, Caroline.